Éric Bulliard est né en 1970 à Fribourg, où il vit toujours. Il a suivi des études de lettres et est ensuite entré à la rédaction du journal La Gruyère à Bulle en tant que responsable de la rubrique Culture. Son premier roman, L'adieu à Saint-Quilta, publié aux éditions de l'Eb, a reçu le prix Édouard Rod 2017, le prix littéraire SPG 2018 et le prix de la Fondation littéraire Régis de Courtonne 2019. Le livre évoque une communauté isolée au large de l'Écosse. Les 36 derniers habitants ont été évacués à leur demande en 1930. En 2019, il participe à la création collective de L'altitude des orties. Ce polar a été écrit pendant 50 heures, non-stop, par 8 autrices et auteurs qui se relayaient dans la cabinerie, une ancienne cabine téléphonique de Fribourg. Le livre est paru l'année suivante aux éditions Cousumouche. Avec Michael Perruchou et Guillaume Pidancet, Éric Bulliard a co-signé en 2020Ceux qui sont en mer, un roman consacré au Golden Globe de 1968 et 69, la course la plus folle de l'histoire de la voile, de l'histoire du sport peut-être. Et en 2022 paraît son deuxième roman, La cabine, toujours aux éditions de l'Eb. Il s'appuie sur l'histoire vraie d'une cabine téléphonique encore, ça te suit dans ta carrière, perdue dans le désert américain du Mojave. Le livre reçoit le prix des lecteurs de la ville de Lausanne en 2023, l'année passée donc, et c'est pour ce prix-là qu'il reçoit entre autres cette résidence au château de Lavigny. Dans la collection Presto des éditions InFolio, il est l'auteur d'un essai consacré au poète vaudois Edmond-Henri Crisinel, intitulé « Veiller au seuil du néant », publié en 2022. Et finalement, cette année, en février et mars 2024, s'est joué au Théâtre des Os de Givisiez. Si c'est un garçon, on l'appelle Figaro. Son premier texte écrit pour le théâtre, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, dans une mise en scène de la directrice du théâtre, Anne Schwaller. Bonsoir. J'ai choisi de lire le début d'un nouveau roman pour lequel je n'ai pas encore de titre. J'ai un titre de travail qui s'appelle Palma di Montechiaro, mais je ne suis pas encore sûr de le conserver. C'est un roman qui se passe en Sicile. C'est une île qui m'est chère et j'ai toujours eu envie d'écrire un jour sur la Sicile, parce que j'ai la chance d'y séjourner régulièrement depuis 30 ans. Et je ne savais jamais vraiment de quoi parler, quel thème aborder autour de la Sicile, jusqu'à ce que je découvre, il y a quelques années, avec mon épouse, un étrange monastère abandonné, pas très loin de chez nous, mais qu'on ne connaissait pas, enfin de chez nous, du village où j'ai la chance de séjourner. Et donc ce roman se passera essentiellement dans ce monastère où il s'est passé des choses pas très catholiques. Donc c'est le début du roman, c'est le roman pour lequel j'ai travaillé ici pendant cette résidence. Mauvaise énergie. Il a dû se passer des trucs ici. Après toutes ces années, je ne m'étonne plus de ces, intuitions, presciences. J'ai dû admettre depuis longtemps qu'elle se vérifiait souvent, et je ne souris plus quand elle ajoute « Je suis une sorcière ». Ici, donc, Angelica ressent une mauvaise énergie. Des trucs se sont passés. Pour ma part, je ne sens que la vieille poussière, la relative fraîcheur de ces murs épais et la prodigieuse mauvaise haleine de notre guide, même en respectant ce qui constituait il n'y a pas si longtemps la distance réglementaire. Une bonne demi-heure déjà que ce sexagénaire Courtauld, souriant de ses dents jaunes, nous balade de couloirs sombres en pièces étroites, des impudiques latrines dont il vante l'ingéniosité, aux cuisines dont il souligne le délabrement comme une preuve d'humilité. Tête et voix baissées, ces moines avaient fait vœu de pauvreté et de retraite ascétique. Ils se sont isolés dans ces collines inhospitalières pour vénérer le Seigneur en se contentant d'un confort minimum et même d'un peu moins. Ce sont forcément de braves gens. Forcément. Je me retiens de lâcher un amen ironique. Une autre odeur encore, devant les étroites cellules et leurs fenêtres rendues opaques par des années de crasse et de chiures de mouches. À croire que les frères n'avaient pas le droit d'admirer la vallée qui se perd là-bas, tout là-bas, vers les brumes de chaleur montées des collines voisines. Derrière, au fond, il doit y avoir la mer. On croit l'apercevoir, on aimerait l'apercevoir.
Mais on sait bien qu'elle est trop loin, que nous sommes ici au milieu des terres et des montagnes. Enfin, de ce qu'ils appellent montagne. Mais revenons à l'odeur, pas celle de la laine, l'autre, indéfinissable, qui nous a heurtés alors que nous entrions dans ce corridor au sol de pierre curieusement bombé, devant ces chambres que l'on qualifiera d'austères, sans craindre l'euphémisme. Une odeur, comment dire, quelque chose comme des effluves de paillasse pourrie, avec une giclée de rats crevés par-dessus. Paillasse. Le terme ne paraît pas très bien choisi, aucune paille dans ces matelas étroits que le guide est fier de nous montrer. Plutôt de la laine, sans doute moisie depuis le temps bouffé par les puces, les cafards et que sais-je encore. Les villageois apportaient cette laine chaque automne aux frères isolés dans ces montagnes désolées, explique Bouche d'égout dans son dialecte bien serré, avec un joli sens de la rime. Un crucifix sur chaque table de bois grossier, un broc de faïence ternie, un bougeoir enrobé de cire jaunâtre. Je m'éloigne pour respirer un peu, et c'est là, sous le chandelier chargé de trognons de bougies, à la croisée de deux escaliers à la pierre usée par les siècles et les sandales de cuir, c'est là qu'Angelica me chuchote « mauvaise énergie ». Nous ne savions rien de ce monastère, si ce n'est qu'il se trouve sur les lieux où s'était retirée Santa Rosalia. Pas trop compliqué à deviner, c'est le nom de l'ermitage. J'avais évidemment entendu parler de cette jeune femme devenue sainte, sans trop savoir s'il s'agissait d'une légende, d'une croyance ou d'un fait historique. Elle aurait passé 12 ans dans ces collines et ces forêts de chênes, fuyant le mariage que sa famille voulait lui imposer. Brave fille. À 14 ans, la gamine a trouvé refuge dans une minuscule grotte. Elle a bien eu le temps de graver son nom et un bout de son histoire à l'entrée, dans un latin qui trahit sa bonne éducation. Je vois l'inscription avant de me faufiler dans la grotte étroite, mais mes lointaines années de collège ne me permettent pas de déchiffrer ces curieux signes dans la pierre. Tant pis. D'autres y sont parvenus. Une pancarte de plastique sale en donne cette traduction. Io, Rosalia, figlia di Sinibaldo, padrone della Quisquina e del Monte delle Rose, ho deciso di abitare in questa grotta per amore del mio Signore Gesù Cristo. En gros, elle a décidé d'habiter cette grotte par amour de son Seigneur Jésus-Christ. Je retiens Amen. Rosalia a donc vécu ici. Rosalia, sainte vénérée dans toute l'île, et plus encore à Palerme, qu'elle a sauvé de la peste en 1624, plus de 450 ans après sa mort. Pas un effort inconsidéré, à vrai dire, il lui a suffi d'apparaître et de conseiller à un brave berger d'aller déterrer ses ossements pour les balader à travers la ville. Et les bacilles s'enfuiront, garantissait-elle. Facile. Elle a même pris la peine de lui décrire les lieux où se trouvait sa dépouille. Le miracle s'est accompli, bien sûr. Rosalia en a gagné une reconnaissance et une vénération éternelle. Amen. Je connaissais des bribes de cette histoire que notre guide au souffle trop gras a rappelé en début de visite. Et je dois bien avouer que, même pour un athée indécrottable et tristement cynique, il est émouvant de se retrouver sur les lieux où a si longtemps vécu la petite sainte. Même si ce devait être une légende, tant de croyants, de pèlerins, de fidèles sont venus ici lui rendre hommage en se glissant tant bien que mal dans cette mince anfractuosité. Le lieu a fini par se charger d'une étrange aura qu'il faut bien qualifier de mystique. Je ne sais plus qui a proposé de venir découvrir ce curieux ermitage posé sur la colline comme encastré plutôt, épousant la roche avec une forme d'assurance tranquille. Qui a eu l'idée ? Nous avions parlé de la chaleur et des ennuis de santé de chacun, de la famille et de la sécheresse, des pêches qui vont rester anormalement petites cette année. Même ici, dans ces collines où depuis toujours l'eau abonde, le changement climatique se fait sentir. Les oliviers encore, ça va. Pour l'instant, même si la production s'annonce décevante cet automne. Le reste, dans quelques années, qui sait si on pourra encore le cultiver. On va devoir se mettre à faire pousser des ananas, rigole Toto. Je ne lui dis pas qu'ils ont sûrement besoin de beaucoup d'eau, les ananas. Ou peut-être pas, en fait, j'en sais rien. Après les brousquettes et la ricotta fraîche, après la pasta puis les grillades dans des services en plastique, après le vin délicieusement aigre, nous avions fini la frutta et dolci, les pêches juteuses et les canoles croquants, avalé le café très sucré et le limoncello glacé, quand quelqu'un, Brunella, Toto, Martina, a commencé à parler de l'Eremo de Santa Rosalia, fierté du village de Santo Stefano. Il se trouve à quelques kilomètres seulement, et toute la famille réunie en ce dimanche de canicule s'étonne que nous n'y soyons jamais allés, depuis le temps. Alors que c'est aussi une jolie balade dans la forêt, même en plein mois de juillet, la chaleur devrait être à peu près supportable. C'est la montagne. Brunella est partante. Je conduis si vous voulez, on prend une seule voiture. Toto restera ici, je finirai de ranger. Martina veut bien d'une balade digestive, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à l'Eremo. Leonardo sourit, c'est sa manière d'approuver. Nous y sommes allés donc, à 5 dans la voiture, climatisation et musique à fond.
Je me souviens de Vita Spericolata de Vasco Rossi et son envie de bouffer la vie. Ma cuisse qui colle légèrement contre celle d'Angelica. Des virages, un paysage brûlé, des maisons inachevées qui resteront inachevées, d'autres virages, le soleil qui commence à baisser, des nids de poules et tout à coup une forêt comme nous en avons rarement vu en Sicile, nous qui sommes habitués à la région la plus désertique de l'île, là-bas, derrière les collines. Il reste une place sur le parking de terre comme si elle nous avait été réservée. Brunella y glisse sa punto rouge. J'anticipe cette sensation. À peine la portière ouverte, je me retrouve dans un four, les poumons en feu, le front giflé par le soleil. Mieux vaut ne pas s'attarder et rejoindre l'ombre de la forêt. Martina ouvre la marche, avec l'air de la fille qui sait exactement où elle va et quel rythme adopter pour ne pas s'essouffler. Je suis, aux côtés de Leonardo, toujours silencieux, sans bien comprendre où nous nous trouvons. Derrière, Angelica et Brunella parlent de leurs cheveux trop secs. Cette forêt. Elle nous bouche l'horizon, je ne distingue pas le chant en contrebas, d'où montent les bêlements de moutons excités, même pas assommés par la chaleur. Ici, sur ce chemin sombre qui sent le pain, la température redevient presque humaine, l'air respirable. Silence. Angelica et Brunella se sont tus, comme troublés par la curieuse solennité des lieux. Il est où cet ermitage ? Patience. Il faut traverser ces allées sombres, monter légèrement pour déboucher sur cette clairière que domine un chêne multiséculaire. Un de ces arbres qui abriterait des réunions de druides d'ailleurs. Ici aussi peut-être, qu'est-ce que j'en sais. L'arbre se dresse seul et fier avec l'assurance de celui qu'aucun orage n'a su abattre. Un souffle d'air comme une caresse brûlante sur l'épaule. Une goutte de sueur traverse mes lunettes de soleil. Martina prend une photo du chêne avant de nous rassembler pour un selfie qui se retrouvera sur Instagram dans 2 minutes et sera oublié dans 5. En bas, les moutons se sont tus, taches grises sur l'herbe fauve. J'aperçois 2 chiens qui leur tournent autour sans même aboyer, avec une autorité tranquille. Le berger a trouvé un coin d'ombre sous un rocher, il s'est assis, son long bâton dressé entre les jambes. J'aimerais l'imaginer jouant de la flûte après avoir taillé un instrument dans une branche de pistachier. Mais sa tête penchée sur ses mains ne laisse aucun doute, il consulte son téléphone. En face, la colline fume et répand jusqu'à nous cette odeur si caractéristique. C'est le parfum de l'île. Mélange d'herbes amères et de brûlées, de bitume fondu et de fenouil sauvage. J'ai demandé 10 fois pourquoi ces feux, partout, qui les allume, s'ils sont criminels ou volontaires, si les paysans les attisent dans la tradition séculaire des brûlis. On me répond en général, des gens allument des feux. Depuis le chêne druidique, le sentier descend pour rejoindre la fraîcheur de la forêt. Sur notre droite, je jette à peine un œil sur un étrange banc de pierres blanches taillées à même la roche. J'ai une excuse, je ne sais pas encore que cette histoire a débuté ici. Nous sommes venus pour l'air, Raymond, et voici le clocher trapu de son église qui surgit, finalement, puis l'ensemble du couvent avec l'air triste de celui qui n'attend plus rien, et surtout pas nous. L'air aussi un peu honteux de celui qui aimerait oublier son passé, mais ça, je le comprendrai plus tard. Pour l'instant, nous rejoignons le petit groupe rassemblé contre un mur percé de capriers, autour d'un guide officiellement agréé, qui va très vite me faire regretter l'odeur de brûlés et d'herbes amères.